Bonjour à tous, émission exceptionnelle aujourd'hui puisque nous recevons Thierry Coste pour son dernier livre dont le titre bien évidemment est provocateur à l'image du personnage. Thierry Coste, vous êtes probablement le lobbyiste le plus connu en France. Comment vous expliquez ça? Je ne sais pas, ça doit être mon goût de la provocation parce qu'il paraît-il que les lobbyistes sont des hommes de l'ombre. Et moi, j'ai quand même pris souvent le soleil, alors plutôt dans le monde rural, mais ça n'empêche, dans les médias, je parle franchement. Et je pense que c'est un peu l'objet du livre. J'en ai marre, depuis 30 ans, de côtoyer beaucoup de technos, beaucoup de gens qui bloquent tout, même les décisions publiques, les décisions politiques. Et donc, ça m'a toujours énervé. Et j'ai trouvé que quand on est énervé, c'est bien d'en parler. Et c'est pour ça que j'ai fait un livre, c'est qu'il faut savoir dire les choses. Et parfois, quand on est lobbyiste, on parle à l'oreille d'eux. Alors moi, je parle à l'oreille des présidents, mais maintenant, j'ai envie de porter quelques coups de gueule, parce que le monde rural, c'est un monde passionnant, c'est un monde avec plein de gens, des femmes et des hommes dynamiques, et on s'emmerde quand même avec des blocages techno partout, entre l'Europe et la France, on n'est quand même pas gâtés. On découvre dans le livre que pour vous, cet engagement pour la ruralité, c'est quelque chose de très ancien. On pourrait imaginer que vous ayez choisi ce sujet par opportunisme, puisque depuis le confinement, effectivement, il y a un retour à la campagne, il y a une connexion à la nature. Or, on s'aperçoit que ça date d'il y a très longtemps. Vous avez été, par exemple, agriculteur vous-même. Est-ce qu'on peut revenir sur cette période-là, justement? Bien sûr, j'ai été agriculteur 10 ans, mais j'ai fait un bac agricole. Et vous avez galéré, comme vous le dites, comme agriculteur, à tel point de vous poser la question à un moment, est-ce que je continue ou pas? Ce qui est le cas de tous les agriculteurs aujourd'hui. J'ai arrêté, et Dieu sait si je suis content d'avoir arrêté, mais j'ai arrêté parce que j'avais le choix. Je n'étais pas endetté. Or, je connais plein d'agriculteurs aujourd'hui, ou de couples d'agriculteurs, qui ne peuvent pas arrêter parce qu'ils sont endettés. Et moi, je reconnais, et dans le livre, je l'avoue, parce que je n'étais pas un très bon gestionnaire, donc il a fallu que je sois honnête, mais 10 ans de passion à l'agriculture, j'ai fait un bac agricole. À cette époque-là, ça s'appelait le bac déprime. Mais ce n'était pas de la déprime, c'était un choix personnel. Je suis issu d'une famille de militaires. Mon père était militaire, mon frère était chef d'état-major de la Légion étrangère. Mais moi, ma passion, c'était la nature. Et je trouve que l'élevage, c'était génial. Mais sauf que j'ai galéré pendant 10 ans, parce qu'effectivement, j'étais pourtant en circuit court. Nous sommes dans les années, la fin des années 70, le début des années 80. J'étais en circuit court, je commerçais des tours en direct, je transformais mes cochons en jambon, en saucisson, je vendais tout au détail et je galérais comme un malade. Et ma femme travaillait dans un CFPPA, un centre de formation forestier, et c'est finalement elle qui me garantissait le revenu. Donc aujourd'hui, on est dans une crise majeure en matière d'agriculture à cause de ça. Alors qu'on peut installer 1 million d'agriculteurs demain, mais il faut changer les règles. Vous étiez un peu l'exemple de ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire qu'un agriculteur, dans un foyer d'agriculteurs, s'il n'y a pas une autre personne qui a un autre revenu, c'est souvent très compliqué de vivre. Bien sûr, moi, ça va. Le choix de notre couple a été de dire tu restes dans ton boulot parce que moi j'investis dans l'agriculture, j'investis dans l'élevage, mais on va galérer. Moi, je travaillais 365 jours par an, pas un jour de vacances. J'adorais mon métier, parce que j'adore mon métier, j'adore la nature. C'est ce qu'on découvre dans le livre, c'est que je suis un vrai passionné de nature, un vrai naturaliste. Et l'agriculture, c'était génial pour ça. Mais malgré le fait de tout commercialiser en direct, j'y arrivais pas. C'est pour ça d'ailleurs que je suis devenu... J'étais un trotskiste paysan, j'ai été un des fondateurs. Alors à l'époque, vous êtes justement un syndicaliste agricole et avec activiste. Alors on comprend d'ailleurs avec parfois des manifestations dures, où on comprend que vous vous faites embarquer par la police, tout ça, donc vous étiez vraiment extrêmement actif. C'est à ce moment-là que vous êtes confronté à la politique? Oui, alors je suis à la fois confronté à la technocratie, parce qu'on le voyait bien, on avait des agriculteurs qui étaient en zone de montagne, qui avaient des terrains plats et beaucoup de terrains en pente. Et l'administration autorisait à planter des sapins de Noël, donc on va récolter au bout de 20 ans, sur les terrains plats, alors qu'il y avait plein de terrains en pente. Mais on disait, mais c'est inadmissible. Les seuls terrains en pente, on peut y faire du foin et c'est déjà compliqué en zone de montagne et on installait ça. Donc c'était la technocratie. On autorisait tout sans contrôle. Mais c'est pas grave, ils n'ont qu'à s'occuper des terrains en pente. Donc nous, on conduisait des opérations commando. On respectait les arbres. Ils étaient mis en jauge, le propriétaire pouvait les replanter. Mais on conduisait ça. J'ai compris
pendant longtemps, mais ça c'est mon côté trotskiste paysan, c'est qu'on n'a pas besoin d'être nombreux pour être efficace. Hein. Moi je ne suis pas un adepte de la violence, donc j'ai rien à voir avec les zadistes et les affreux que je considère comme les écologistes radicaux, mais là on défendait une économie, on défendait des gens qui avaient une petite exploitation, 20-30 hectares, il leur fallait 3 ou 4 hectares de terrain plat pour pouvoir vivre correctement en travaillant 365 jours par an. Donc il fallait qu'on leur foute la paix. À l'époque d'ailleurs, vous vous battez autant contre l'administration et ce qu'on pourrait appeler la technocratie que le secteur industriel agricole. Alors, je me battais aussi contre les organisations agricoles, C'est ça, tout à fait. la FDSEA, les JA, parce que moi j'ai toujours trouvé cette collusion. J'étais paysan de base, je travaillais comme un malade, je voyais mes copains qui bossaient comme des malades, mais on était des gens heureux. Et on était toujours emmerdés, parce que on voulait s'installer, on voulait se développer en prenant 2 hectares ici ou 1 hectare là. Il y avait toujours un gros soutenu par le syndicat agricole, le crédit agricole et la coopérative du coin qui disaient non, non, c'est pour nous. Donc moi je voyais bien, on allait perdre. C'est la période où on a perdu 600 000 agriculteurs. Et moi je me disais, mais au contraire, il faudrait installer des jeunes. Il faudrait les former, même des jeunes qui viennent de la ville. C'est le même cas aujourd'hui. C'est des jeunes qui viennent de la ville qu'on va installer. Mais il faut leur faciliter la vie. Moi le foncier, je n'avais pas d'accès. Et la première personne qui s'est opposée à moi, c'était le maire de mon village, il était agriculteur. Mais son fils n'avait pas voulu s'installer, donc il voulait m'empêcher de m'installer parce que son fils n'avait pas pu. Mais on croit rêver. Donc la technocratie, c'est une chose, mais parfois les syndicats agricoles sont très dangereux. Et à cette époque-là, vous comprenez déjà qu'il y a une espèce de fracture entre le monde rural et le monde qui est en train de se construire, ou c'est plus tard que vous commencez à prendre conscience de ça? Moi, j'ai toujours pensé que le monde rural, il a toujours attiré. Il attire 2 fois plus aujourd'hui. Il y a les gens qui y vivent, mais il y a les gens qui viennent consommer. Et moi, j'ai toujours trouvé, quand j'étais agriculteur, il y avait plein de gens qui adoraient venir chez moi parce que avoir des bêtes, j'avais des chevaux, des vaches, des moutons, tout ça, les gens adorent. Donc, moi, j'ai jamais trouvé qu'il y avait un clivage très fort. Mais c'est dans la façon de pouvoir vivre. Moi, que des gens viennent me voir dans ma ferme, c'est bien, à condition que je puisse vivre du travail de ma ferme. Vous pouvez être artisan, vous pouvez voir des artisans, avoir un commerce, mais il faut que les gens en vivent. Hein. Alors, j'ai tout de suite vu quand même que le grand discours des gens, c'était dire « Ah, c'est heureux, on est content à la campagne, il y a des petits commerces », mais quand même, ils arrivaient avec leur coffre plein de la ville, parce qu'ils étaient passés à l'hypermarché pour venir le week-end à la campagne. Hein, alors que le petit commerçant, il galérait, où on allait juste acheter un paquet de chips qu'on avait oublié. Donc, on voit bien que j'ai jamais trouvé qu'il y avait de vraie opposition, mais il y avait des comportements qui sont mortels, parce qu'on ne se rend pas compte qu'on vit différemment à la campagne, on vit avec des règles différentes, mais que quand même, on a besoin de boucler la fin de son mois. Au bout de 10 ans, vous êtes avec vos amis syndicalistes agricoles, et un soir, vous leur posez la question en disant, voilà, est-ce que je fais comme vous, je m'endette et je poursuis mon activité donc de cette exploitation agricole, ou alors j'arrête parce que finalement, vous voyez bien que vous allez aller vers une déception et surtout avoir le poids de la dette qui risque de peser sur votre foyer. À ce moment-là, vous choisissez un autre métier qui n'est peut-être pas très défini, finalement, ce n'est pas encore du lobbyisme, puisque vous avez compris en revanche qu'il y a peut-être un besoin d'accompagnement et d'aiguiller certains hommes politiques sur ces questions-là. Vous démarrez peu de temps après en commençant, si je me souviens bien, à conseiller Jean-Pierre Raffarin sur des questions très locales, entre autres le Marais Poitevin. Alors, hélas, j'ai commis beaucoup plus de fautes que ça. Quand j'ai quitté l'agriculture, avec ce choix, tous mes amis m'ont dit « tu restes ». Ils étaient tous endettés, sauf un qui a dit « il a raison, il est le seul à partir sans dette ». Nous, on est tous fils et filles de paysans, on partirait avec des dettes. Lui, il est libre. Et c'est vrai que moi, j'avais choisi ce métier un peu quand même pour la liberté. Je ne m'étais pas aperçu que l'économie me plomberait et que la technocratie me tuerait. Donc, je me suis dit, ok, vas-y. Et puis là, comme j'étais passionné de nature et que j'avais l'habitude d'avoir un salaire de misère, je suis devenu le directeur du mouvement de jeunes de France Nature Environnement. Ça ne s'appelait pas France Nature à ce moment-là. En fait, ils m'ont recruté parce qu'au lieu d'avoir un enseignant dans une organisation de protection de la nature, ils avaient un paysan. Donc j'étais l'exotique de service. Alors j'avais conscience d'être l'exotique de service et pendant 5 ans, j'ai travaillé pour ceux qui sont des lanceurs d'alerte et moi, ça me sidérait. Parce qu'ils passaient leur temps à être lanceurs d'alerte, mais surtout à ne rien vouloir régler.
Et moi, je me disais, mais les agriculteurs chez qui j'étais, les industriels, les artisans, les maires ruraux ou pas ruraux, il faut juste les accompagner. Si on veut que les gens respectent l'environnement, si on veut que les gens respectent le monde rural, il faut les aider, il faut les accompagner. Et comme la technocratie n'est pas faite pour accompagner, elle est faite pour encadrer, pour contrôler et pour rigidifier les choses, je disais, des gens comme nous, un peu passionnés, qui comprenons, on va aider. Donc pendant 5 ans, mais alors au bout de 5 ans, dans le monde de l'écologie, tout le monde me détestait. Parce que moi j'étais le pragmatique. Donc c'est là que ça a commencé alors. Donc là j'ai dit, ah non, j'ai enfin compris que les lanceurs d'alerte qu'on a encore aujourd'hui, hein, c'est ceux qui ne veulent pas de résultats. Il faut accompagner les gens. Il y a plein de gens qui, dans la transition écologique, n'auront aucun problème. Mais il faut penser à leurs revenus, il faut penser à leur fin de mois. Et la fin du monde, on s'en fout un peu au début. Hein. Il faut arrêter de croire que c'est la fin du monde qui va motiver les gens. Non, mais quand on galère à sa fin de mois, et honnêtement, les gilets jaunes, on l'a bien vu, c'était d'abord des travailleurs et pas des gens qui étaient au RSA, ils en ont marre. Quand on ne respecte pas les gens dans leur vie quotidienne, comment on veut qu'ils aient une conscience pour la planète? Alors, on découvre aussi dans le livre, on imagine bien que vous avez un culot incroyable. En gros, on comprend que quand on vous vire par la porte, vous rentrez par la fenêtre. Et on découvre que vous aviez développé une relation, alors vous allez nous en parler, mais importante avec François Mitterrand. Et comme sûrement à votre habitude, vous lancez un projet et vous avez besoin d'un éclairage particulier sur ce projet-là et vous convoquez François Mitterrand. C'était une opération où il y avait un défrichage, entre guillemets, et vous aviez convoqué un certain nombre d'élèves, des gens… Convoquer n'est peut-être pas le terme exact, parce que pour le président de la République… Non, je parle des élèves de banlieue et autres qui étaient invités donc à venir défricher et entretenir la nature. Et lui est venu, alors que vous lui aviez proposé ça, ce n'était pas évident au regard du statut qu'il avait à l'époque. Il est venu, et suite à ça, vous avez pu lui dérouler un certain nombre de propositions. Bien sûr, alors j'ai bêtement, moi je suis certes un peu opportuniste, c'est d'ailleurs souvent ce qu'on me reproche. Il faut l'être quand on est lobbyiste, j'imagine. Il faut l'être, mais en même temps on va découvrir dans le livre que je suis profondément sincère sur ma vision de l'écologie, de la nature et du monde rural. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, je ne connaissais pas le président de la République, je ne connaissais pas le conseiller général de mon canton, ni le député de ma circonscription. Ah, mais vous le dites, vous n'aviez pas de réseau à l'époque. Je n'avais aucun réseau, et comme je disais, n'étant ni énarque ni franc-maçon, j'étais quand même mal barré pour un jour parler à l'oreille d'un président de la République. Et puis, pour des raisons obscures, j'ai rencontré quelqu'un qui connaissait bien Pierre Jox, et c'était le moment où les feux de forêt étaient intenses dans les Cévennes et qu'il y avait eu un énorme feu de forêt à la Grand-Combe, juste dans la zone sinistrée déjà par les mines, mais qui est ici une zone de tourisme. C'est la zone Cévenole, et là on perdait la vitrine Cévenole qui est la forêt. Et donc j'ai dit on va monter une grosse opération avec 1000 jeunes des banlieues nord de Marseille, j'étais déjà complètement fou, donc c'était pratique, et on va leur faire des fascines, donc les branches coupées des arbres brûlés pour retenir la terre, et on va organiser un gros événement pour montrer qu'il faut rapprocher les pompiers des forestiers dans les voitures, pour qu'on travaille ensemble quand on fait de la prévention, quand on fait de la lutte. Et j'avais signé un contrat pour faire un guide des feux de forêt pour les 15 000 maires des 15 départements. Donc j'avais décroché ça et je m'étais dit, mais il faut que Mitterrand… J'avais découvert qu'il était passionné par les arbres. Et là, j'ai appris ça depuis fort longtemps, que c'est important de comprendre ce que les gens sont. Donc si j'ai été le conseiller des 5 derniers présidents, c'est parce que j'ai toujours compris comment ils étaient. Alors parfois ça match, parfois ça ne matche pas. Je dois reconnaître que ça a matché pour Mitterrand et ça matche pour Macron. Entre les deux, ça a été beaucoup plus dur. Mais sa passion pour les arbres, Mitterrand était passionné par les arbres, ça a fait qu'il a dit, mais bien sûr, je viens. Je ne le connaissais pas. Et j'ai été incroyablement surpris, mais c'est juste sa motivation personnelle parce qu'il aimait la forêt, il aimait les arbres et il voyait ce qui s'était passé. Donc j'ai pu réunir 1000 jeunes, après j'ai pu réunir des centaines d'élèves de CM2. Quand Mitterrand leur parlait, j'écoutais. On voyait 400 gamins qui buvaient les paroles du président de la République juste dans sa passion pour les arbres. Et je pense que c'est important d'être passionné quand on veut défendre des choses. Passionné, ça ne veut pas dire devenir extrémiste. Et c'est ce que je reproche à l'écologie radicale. Et quelle était votre relation justement avec François Mitterrand? Alors, je n'étais pas son conseiller, donc j'étais son monteur d'opération environnement. J'étais, Libération titrait souvent sur moi, le ravaleur de façade. Hein. Je peignais en vert la façade rose.
Voilà, c'était pas toujours très gentil, mais c'était pas la mode. Mais est-ce qu'il avait déjà compris à l'époque l'enjeu de l'environnement ou de la biodiversité? Vous parlez d'ailleurs d'un de ses ministres, Brice Lalonde, que les gens ont peut-être oublié, mais vous dites dans le livre que tant François Mitterrand que Brice Lalonde étaient très en avance sur ces questions-là. Ils avaient perçu l'importance de cet enjeu. Ils ont été révolutionnaires. Et si la droite n'était pas arrivée au pouvoir avec Chirac pour effacer tout ça, on n'en serait pas là aujourd'hui. Mitterrand, avec son numéro 35 dans l'organigramme, aujourd'hui le ministre de l'écologie, il est numéro 3 du gouvernement, ou 4. Hein. Avant, Brice Lalonde, il était secrétaire d'État, 35e du gouvernement. Mais il avait une proximité avec Mitterrand, et Mitterrand avait compris qu'il fallait avoir une stratégie environnement qui s'intègre dans toutes les parcelles de la société, de l'administration, des préfets, des collectivités, de l'État, des cabinets ministériels. Donc il imaginait des référents environnement partout. C'était les plans verts de l'environnement et moi j'ai monté une boîte qui s'appelait À tout vert et qui accompagnait les élus, toujours accompagner les transitions. On a créé les écomères à ce moment-là, les maires pour l'environnement, parce que l'idée c'était, alors bien sûr, je travaillais plutôt avec des gens de gauche, hein, mais on a un trotskiste qui travaille avec des socialistes, c'est pas trop gênant, mais j'avais un marqueur un peu fort, mais justement je me disais, il faut toujours arrêter de sous-traiter l'écologie aux écologistes, parce que n'importe qui peut s'imprégner de ce sujet et en faire une ligne de force. Et là, ça a marché très bien, mais Mitterrand avait cette vision-là, Brice Lalonde aussi, et ils ont fait ce que l'on est en train de faire aujourd'hui avec la transition écologique, avec le secrétariat général à la transition écologique. La stratégie Macron, c'est la stratégie d'imprégnation de l'écologie partout, mais ça a été imaginé en 88. Et hélas, sitôt qu'il y a eu l'alternance, ça a été effacé par la droite, ensuite la gauche ne l'a pas repris, et au milieu, on a eu le Grenelle de l'environnement, mais dans une version très écolo à la Hulot, où on exclut ce qui fâche, le nucléaire, la chasse, etc. Et ce n'était pas ça qu'il fallait. Mais Mitterrand a été un vrai précurseur, et je pense que Brice Lalonde a été le vrai ministre stratège des 20 dernières années. Alors, changement de majorité, il y a l'arrivée de Jacques Chirac au pouvoir, et ça commence plutôt mal pour vous, ou en tout cas pour vos idées, puisqu'il commence d'entrée par vouloir supprimer les chasses présidentielles. Et on comprend quand même dans le livre que vous êtes un peu au placard, là. Vous êtes au frigo pour un petit bout de temps. Oui, alors comment ça se passe? C'est pas facile d'être identifié comme un paysan trotskiste devenu écolo et ayant soutenu des gouvernements socialistes. C'est-à-dire que pour la droite classique, pour le Charles Pasqua, ministre de l'aménagement du territoire, c'est dégage petit con. Voilà, c'était un peu le traitement dégage. Mais en même temps... Donc là, vous êtes un peu interdit dans tous les ministères, j'imagine? Comment ça se passe? Oui, j'étais complètement grillé. Grillé, ça c'était clair. Mais je m'étais dit quand même, en ayant travaillé pour François Mitterrand, en n'ayant connu personne et en travaillant pour le président, je m'étais dit, il faudra toujours, Thierry, j'ai appris ça avec Mitterrand, il faudra toujours que tu sois proche du président de la République. C'était en 88, je ne me suis toujours pas trompé en 2023. J'ai toujours été, depuis, proche du président de la République, parce que dans ce pays très pyramidal, hein, où la technocratie fait la pluie et le beau temps, il faut pouvoir parler à l'étage au-dessus, sinon ça ne marche pas. Donc à ce moment-là, je me suis dit, je suis quand même très très mal barré, et je l'ai été, j'ai vraiment été écarté de tout. Et puis à ce moment-là, je suis devenu, à l'insu de mon plein gré presque, le lobbyiste des chasseurs, parce que je travaillais pour Jean-Pierre Raffarin. Je travaillais quand même pour des présidents de région qui étaient tous à droite, hein, et qui n'avaient pas l'environnement dans leurs responsabilités. Mais bon, le marqueur était limité. Et comme j'étais le lobbyiste des chasseurs, je me suis dit, bon, ben, je vais les aider un peu, parce que je trouvais que la chasse c'était bien, mais c'était pas assez rural. C'était trop pratique. Donc l'idée, c'était de sortir la chasse un peu du corner uniquement dédié à la chasse et de faire comprendre que la chasse était aussi une partie intégrée dans... Nature, biodive, c'était une passion, c'était un mode de vie. Moi, j'ai tout de suite compris, parce que quand j'étais agriculteur, j'étais chasseur. Bon, il était parfois plus braco que chasseur, mais bon, parce que le lièvre, quand on a envie de le manger, parfois c'était au moment où on avait envie de le manger, donc c'était des moyens. Mais après, quand j'ai découvert les règles, je les ai acceptées, c'était bien. Mais je m'étais dit, mais c'est dommage qu'on laisse la chasse juste dans une pratique. On tue des animaux, etc. Mais non, c'est un mode de vie. Quand on a son chien, on l'a 12 mois par an, on vit avec son chien, il est sur le canapé. Quand on a un territoire, on y pense toute l'année, on n'y passe pas juste quand on va marcher dans son territoire.
territoire. Donc moi je m'étais dit, mais c'est dommage, on parle que des animaux qu'on tue, on parle des bilans, on parle des contraintes, etc. Donc je me dis, il faut qu'on aille beaucoup plus loin. Et à ce moment-là, j'ai dit, ok, on va aider. Et comme par hasard, je deviens le conseiller politique du monde de la chasse et Jacques Chirac convoque les dirigeants de la chasse et je suis présent à ce rendez-vous. Après, il va y avoir la création de Chasse, Pêche, Nature et Tradition à partir de 1994. Vous êtes dès le départ dans ce projet-là? Non, moi j'étais contre. Comme j'étais le conseiller politique du monde de la chasse, j'étais donc contre la politisation du monde de la chasse. Pourtant, vous allez accompagner ce parti politique. Oui, mais je suis schizophrène. Je dois l'avouer, hein, c'est une maladie grave, mais qui n'est pas honteuse. Hein. C'est qu'on peut penser être bien dans deux camps en même temps. C'était pas du macronisme, c'était que je pénétrais des milieux différents. Mon métier quand même de lobbyiste, c'est d'abord d'être un professionnel du renseignement et un bon manipulateur. Donc c'est vrai qu'il faut rentrer... Est-ce que c'est moral justement d'être lobbyiste? On se demande ça en vous écoutant. Mais Il n'y a pas des jours où vous dites mais je suis complètement cinglé de faire ça, manipuler les gens. Est-ce que c'est moral d'être lobbyiste? Parce que vous le dites, dans le livre, vous dites c'est sain pour la démocratie qu'il y ait des lobbyistes, qui aient leurs entrées, oui. Alors que tout le monde dit le contraire. Oui, alors c'est sain à une condition, c'est que ce soit transparent. C'est-à-dire que moi, je suis un lobbyiste transparent. Tout le monde sait, quand on me rencontre, pour qui je travaille. Et ça, c'est bien, parce que honnêtement, pourquoi les politiques ne décideraient qu'avec leurs technocrates? C'est-à-dire qu'ils deviennent ministres de quelque chose, et tout d'un coup, ils ont un cabinet ministériel qui leur est beaucoup imposé par la technocratie, l'ENA, les Sciences Po, les polytechniciens, etc. Et au nom de quoi, et leur administration, au nom de quoi ils ne décideraient qu'au travers de la vision de ces gens-là qui ont peut-être déjà conseillé les ministres précédents, etc. Donc c'est normal que les politiques, en général, le gouvernement, écoutent les forces vives de la nation. Alors ça peut être des associations, ça peut être des industriels, ça peut être des organisations professionnelles qui parlent au nom des industriels ou au nom de la chasse ou au nom de la pêche. Donc moi j'ai toujours trouvé que c'était honnête et que c'était plutôt réglo et que c'était bon pour la démocratie, mais à une condition, c'est qu'on soit transparent. Il faut être honnête. Moi je suis né lobbyiste, j'ai créé le deuxième cabinet de lobbying français, j'ai connu la période où on m'a laissé le choix entre la facture et la valise. La valise pleine de billets, je pouvais la prendre aussi. Donc, j'ai travaillé à l'étranger, j'ai vu ça aussi. Moi, j'ai un code d'honneur et j'ai toujours été extrêmement réglo, mais c'était la période où un certain nombre de ministres, j'en parle dans le livre, ont fini en prison. Hein, oui, à cause de cette affaire-là. Financement des partis politiques. Cette espèce de « j'ai pas d'argument, mais j'ai des billets ». Bon, honnêtement, moi je me suis toujours battu avec des arguments, et puis, bien entendu, avec ce qui existe dans le monde. C'est-à-dire que quand vous voulez faire avancer un dossier, une bonne polémique dans le Canard enchaîné, ça peut aider, une bonne polémique dans les médias, ça peut aider, l'utilisation des réseaux sociaux, ça peut aider. Donc quand vous voulez aider quelqu'un à prendre la décision, une fois que vous l'avez tout expliqué, si ça ne passe pas, eh ben, pourquoi pas une bonne polémique dans les médias. Alors, on me considère comme étant effectivement un manipulateur. Avec un pouvoir de nuisance, il y a beaucoup avec de gens un pouvoir de nuisance, mais je cherche à nuire à ceux qui ne défendent pas les causes que je partage. Donc, ou les intérêts de vos clients. Et les intérêts de mes clients, je l'assume. Mais les politiques qui me rencontrent savent pour qui je travaille, les journalistes que je rencontre savent pour qui je travaille, donc il n'y a pas de tromperie. Et entre guillemets, ce n'est pas parce qu'un politique a rencontré 10 lobbies différents, comment il va faire? Il faut qu'il choisisse. Moi, je respecte le monde politique. Ce sont eux qui décident, c'est eux qui assument. Il y a l'Assemblée nationale, il y a le Sénat, il y a des votes. Donc honnêtement, les lobbies ne sont pas aussi puissants que ça. Surtout qu'aujourd'hui, c'est très démocratique. N'importe quelle association environnementale, n'importe quel groupuscule, les lanceurs d'alerte, ça marche grâce aux réseaux sociaux, grâce à cette diversité aujourd'hui. Donc voilà, moi j'ai considéré que c'était un bon outil. Hein, c'est sans doute mon côté trotskiste qui a fait qu'on peut être peu nombreux et être influent. Hein. Donc j'ai gardé les méthodes, j'ai quitté le trotskisme mais j'en ai gardé les méthodes et c'est toujours les mêmes aujourd'hui, donc je suis assez content. Donc vous pénétrez, j'allais dire, CPNT, vous les accompagnez, ils font un score totalement inattendu aux européennes, ils ont des députés, ils sont pris en compte par le pouvoir, entre autres Jacques Chirac comprend effectivement que les chasseurs par extension ont du poids, et pourtant vous décidez de détruire le parti. Oui, je pensais dès le début que, comme la gauche était au pouvoir, il fallait que, si on voulait bien traiter le monde rural, les chasseurs, il fallait que la droite revienne.
pour que la droite revienne, il fallait savoir utiliser la stratégie électorale. Chasse, pêche, nature et tradition était plutôt avec un électorat, le Rassemblement national n'existait pas beaucoup, donc c'était plutôt un électorat de gauche. Les chasseurs étaient en majorité à gauche. Dans toutes les régions où il y avait beaucoup de chasseurs, c'était plutôt des régions de gauche. Donc oui, alors on pense à la Somme, la Gironde, les Landes. La Picardie, tout ça, c'était clair. Donc il fallait utiliser ce potentiel pour tenir un discours très rural. Jean Saint-Just tenait beaucoup plus un discours rural qu'un discours de chasse. À part ces palombes qui se posaient sur les arbres, pour le reste, il était d'abord un maire rural qui avait un accent à couper au couteau. Et donc, moi, mon boulot a été... Vous dites dans le livre, d'ailleurs, que Jean Saint-Just était quelqu'un de très bien, qu'il a été hyper efficace. Bon, visiblement, vous êtes fâché maintenant. Il ne me dit plus bonjour, il ne me parle plus depuis 20 ans. Mais il y en a d'autres, on va voir. Voilà, il y en a beaucoup d'autres. Mais vous dites qu'il a été extrêmement efficace et visionnaire. Oui, mais parce qu'il était maire d'une commune rurale et que finalement, il parlait de la vie quotidienne. Il parlait avec son bon sens. Il ne disait pas la chasse, c'est le centre du monde. Il disait foutez-nous la paix. Regardez, on est des maires ruraux, on vit, on travaille dans cet endroit-là. C'est notre mode de vie, c'est notre loisir. Donc voilà, foutez-nous la paix. Il avait ce bon discours qui était vis-à-vis de l'Europe, comme vis-à-vis des technos français ou des politiques, c'était foutez-nous la paix. Et le problème, c'est que alors, la droite avant avait quand même un peu oublié que même ils ne s'occupaient pas de chasse et pas de ruralité. Donc effectivement, le fait de gagner les régionales avec 32 élus dans 17 régions, les européennes avec 6 députés et ensuite la présidentielle, j'ai été le directeur de toutes ces campagnes, bien évidemment, ça a marché. Faire 4,3, quand on voit que Yannick Jadot, il y a un an, fait 4,7, ça montre bien que, alors que Saint-Just n'avait pas de médias, rien du tout, et on réduisait souvent, c'était le candidat des chasseurs, alors qu'il avait un vrai discours rural, que moi j'ai toujours apprécié et admiré. En même temps, j'étais celui qui tirait les ficelles. Résultat, on avait quand même une ligne simple. On ne va quand même pas faire comme les écolos, on ne va pas créer un parti rural. Donc le coup de gueule des chasseurs et du monde rural à ce moment-là, c'était une prise de température pour dire occupez-vous aussi du monde rural, arrêtez de vous occuper seulement des banlieues, occupez-vous du monde rural. Donc une fois que la droite est revenue au pouvoir parce qu'on avait fait le job, il fallait vous êtes en train de dire que CPNT a été créé en partie pour piquer le vote des chasseurs de gauche pour le faire basculer en partie à droite. Oui, au tout début, il a été créé pour tuer entre eux les chasseurs, parce que c'était les chasseurs du Sud, les fédérations du Sud, qui disaient les fédérations du Nord ne nous représentent pas, nous on chasse le migrateur, eux ils ne savent pas, ils valent rien, ils s'occupent du grand gibier, on s'en fout. Donc c'était d'abord très clanique, c'était pour se battre entre eux. Moi quand j'ai vu ça, j'ai dit mais arrêtez, c'est ce dont rêvent les écolos. Donc arrêtez, ne nous battons pas. Donc c'est pour ça que je conseillais les deux, alors que les deux se foutaient sur la gueule quand même tout le temps, faut être honnête. Mais j'étais le conseiller politique des deux organisations en même temps. C'est quand même un peu limite, mais c'est passé. Et la prise de température a marché. Mais quand la prise de température a marché, Jean Saint-Just était d'accord qu'on n'aille pas plus loin. Le problème, c'est que comme il a fait une campagne présidentielle, il a pris la grosse tête, bien évidemment, et il a voulu continuer. Donc je me suis occupé, parce que je suis un bon mercenaire, et je me suis occupé de débrancher, puisqu'il y avait Jean-Pierre Raffarin, dont j'étais proche, qui était Premier ministre, le président de la République Jacques Chirac, ils m'ont demandé de débrancher Jean Saint-Just. C'est ce que j'ai fait. Il a tout perdu, sauf sa mairie. Oui, alors après, le parti décline complètement. Aujourd'hui, il ne représente plus rien. Donc, néanmoins, du côté de Jacques Chirac, on sent que vous êtes écouté à nouveau parce que vous avez un poids politique. Alors, je ne parle pas que de vous, bien évidemment, mais les chasseurs, finalement, on se rend compte qu'il y a un vote dans le monde rural qui pèse et qui peut faire basculer une élection. L'avantage du vote qu'on dit chasseur, mais qui était plutôt rural. La réalité, c'est que dans les analyses faites par Jérôme Fourquet à ce moment-là, grand analyste aujourd'hui des territoires, c'est qu'il n'y avait jamais plus de 30% des chasseurs qui votaient pour CPNT. Mais c'était les familles qui votaient. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir, il y avait un chasseur, mais il y avait 4 ou 5 autres personnes qui souvent ne chassaient pas, mais qui votaient pour le soutien à la chasse. Voilà. Donc c'était assez révélateur que la dimension vote chasseur n'est pas si forte que ça. Parce qu'on était aussi dans la période où les partis politiques étaient encore puissants, à gauche comme à droite. Voilà. Il n'y avait pas encore le Rassemblement national. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, il fallait être malin. Mais la droite, bien évidemment, Chirac a compris une seule chose. La ruralité, c'est le lobby agricole et le lobby chasse. Il avait intégré cette dimension-là. Sauf que moi, je fais partie des gens qui disaient « mais non, il faut parler monde rural ».
la chasse n'est qu'une illustration dans le monde rural. Il faut parler aux ruraux. Et 9 personnes sur 10 qui vivent à la campagne ne s'occupent ni de chasse ni d'agriculture. Et là, j'ai galéré vraiment beaucoup. Vous dites d'ailleurs que Chirac, qui a cette image de président connaissant le monde rural et très proche du monde rural, il avait un succès inouï quand il allait au salon de l'agriculture. En fait, il connaissait mal la ruralité, voire mal les gens qui habitaient dans les territoires. Vous dites, en fait, il regardait la ruralité par le prisme de l'agriculture. En tant qu'ancien ministre de l'Agriculture, il connaissait ce monde-là, mais en fait, il n'avait pas de vision pour le monde rural. Ah non, c'est un grand leurre, mais brillamment réussi, puisque tout le monde pense que ça a été un vrai défenseur du monde rural. Alors, la Corrèze a été son image, bien évidemment, mais sans doute que là, en Corrèze, il s'occupait du monde rural et pas seulement du monde agricole, mais ça n'empêche, sa lecture était strictement agricole et c'était catastrophique. D'ailleurs, on le voit bien, son obsession, c'était l'inscription dans la Constitution d'une charte sur l'environnement, etc. Il soutenait des ministres qui étaient de droite, mais très critiques à d'autres égards, Nathalie Kosciusko-Morizet, j'en parle dans le livre, etc. C'était un peu inquiétant. Et je vois bien, moi qui étais proche de Raffarin, j'ai galéré pendant des années pour qu'on engage enfin une loi sur le développement des territoires ruraux. C'est-à-dire que, et à chaque fois qu'on a voulu faire un truc sur la ruralité, il fallait, et Chirac disait, je veux une loi agricole. Mais non, ça n'avait rien à voir. Il fallait parler de la vie quotidienne des gens, il fallait simplifier la vie pour les travailleurs, pour le statut des gens qui travaillent. En monde rural, on a souvent des activités un peu mixtes. On travaille dans deux endroits, etc. Donc il fallait simplifier les normes. Mais le problème, c'est qu'on a les normes de la ville et les normes de l'industrie. Comment voulez-vous faire quand vous êtes à la campagne avec des artisans? Moi, j'ai toujours pensé qu'il fallait prêcher une vraie différence, y compris dans les normes, y compris dans les normes sanitaires, entre la campagne et la ville. Et Jacques Chirac, tout ça, il s'en foutait. Il était sous l'influence du lobby agricole, il adorait l'agriculture, point. Alors il était aussi probablement sous l'influence d'un personnage médiatique qui commence à être de plus important aux yeux des Français, à tel point d'être un des Français préférés, c'est Nicolas Hulot. Alors vous avez une longue histoire avec lui, à tel point qu'on dit que c'est vous qui avez eu sa tête. Dans le livre, vous êtes très sévère sur lui. Vous dites que c'est quelqu'un qui a été extrêmement opportuniste, qu'il était, comme vous, lobbyiste, puisque finalement, pendant longtemps, il a été proche d'un certain nombre d'organismes industriels et qui faisait passer des idées, qu'il était très proche des présidents de la République, qu'il avait l'oreille de tous les présidents, dont Jacques Chirac, et qu'en fait, il a fait preuve de lâcheté quand il a été nommé ministre de l'Environnement, numéro 2 de super ministre de l'Environnement. J'ai toujours combattu Nicolas Hulot, justement parce que non pas parce que c'est un opportuniste, c'est parce qu'il n'avait aucune passion pour la nature, le monde rural ou l'écologie en général. Il était animateur de télé, brillant, il rentrait dans tous les foyers de France. Et c'est pour ça que chaque président de la République a rêvé de le faire ministre de l'écologie, toujours dans cette logique bête, sous-traiter l'écologie aux écologistes. Voilà. Et moi, j'ai toujours trouvé qu'il y avait plein de personnalités dans les partis de gauche, dans les partis de droite, qui pouvaient être ministres de l'écologie et faire des choses fortes. Et là-dessus, Hulot, qui a toujours parlé à l'oreille des mêmes présidents que moi, sauf que je pense qu'on ne disait jamais la même chose, et je l'ai toujours combattu parce que j'ai toujours pensé qu'il n'avait aucune envie que ça marche. Il n'avait aucune envie de la transition. C'était un homme des symboles, un homme des médias, qui avait envie de briller et que ça marche. Mais par contre, on voyait bien, à chaque fois, il déclinait les portefeuilles ministériels parce qu'il ne voulait pas se salir les mains. Donc, il ne voulait pas le compromis. Il voulait le discours, il voulait être lanceur d'alerte, être le beau parleur, mais rien d'autre. Et donc moi, j'ai toujours dénoncé cette méthode. Et comme il était lobbyiste comme moi, mais qu'il le cachait parce qu'il avait une fondation qui était financée par des industriels, moi, tous les industriels, quand j'ai polémiqué contre lui au moment de son départ, m'ont dit « Mais Thierry, tu as raison, nous, on a acheté la paix et un ravalement de façade en payant la fondation Nicolas Hulot. » C'était ça, il était totalement hypocrite. Donc c'est vrai que je l'ai combattu beaucoup, il a été beaucoup plus influent que moi, y compris au Grenelle. Imaginez qu'au Grenelle, il commet l'erreur politique de demander au Grenelle de l'environnement, pardon, il commet l'erreur politique de demander le retrait de 2 sujets dont il ne faut pas parler, alors qu'on a décidé qu'on parlait de tout, c'est la chasse et le nucléaire. Pardonnez-moi, sur la chasse, c'était pas si grave que ça, mais retirer le nucléaire du débat dans cette période-là, mais quelle connerie. Aujourd'hui, on paye les conséquences des conneries qu'on a faites à ce moment-là, sous la droite, en se freinant sur le nucléaire.
mais on croit rêver quand même. Alors vous l'avez combattu pourtant et il est quand même nommé ministre de l'Environnement par Emmanuel Macron. Pour vous, c'est la tuile ça, non? C'est la tuile. Moi qui avais fait, parce qu'à chaque fois que j'ai conseillé un président de la République, j'ai mouillé ma chemise avant pour l'aider à faire sa campagne comme Monsieur Ruralité Chasse et en visiteur du soir. J'ai toujours mouillé ma chemise, je ne me suis jamais trompé dans le candidat, donc j'ai eu du pot quand même. Hein. Il y a de la chance pour les voyous, hein. Et même s'ils sont sympas. Mais j'avais prévenu Emmanuel Macron que s'il prenait Nicolas Hulot, il serait déçu. Je pensais qu'il resterait 5 ans, mais je lui avais dit, c'est un feignant, il ne veut pas accompagner les transitions, hein. Il est très peu travailleur et tu verras, il sera ingérable. Je ne pensais pas si bien dire. La preuve, c'est qu'il pouvait disparaître 3 jours ou 4 jours alors qu'il était numéro 3 du gouvernement. C'était hallucinant. Ses secrétaires d'État étaient désespérés de ne plus le joindre. On croit rêver. Hein. Et surtout, il ne voulait rien accompagner. Alors moi, je n'ai pas eu de problème. Quand il était ministre, je pouvais aller le voir sur d'autres sujets que la chasse. Hein. J'allais le voir, j'allais voir sa directrice de cabinet. Mais il a toujours eu peur de moi. Mais honnêtement, il n'avait rien envie de faire. Et donc, quel gâchis! Alors bien entendu, pour lui, il était arrivé au pouvoir, il était content, il avait ses motards, il avait ses 2 tons, il rencontrait les chefs de gouvernement. Comme il était l'homme préféré des Français, il était adulé, mais sauf qu'il ne travaillait pas et que le jour où le président de la République a engagé une vraie réforme sur la chasse, la police de l'environnement et la biodiversité avec la création de l'OFB, pas seulement sur la chasse, on fait 2h30 de réunion, et il pète un câble, parce que moi j'étais en face de lui, le président était en face de Willy Schran, et il pète un câble parce qu'il s'aperçoit que le président de la République connaît 100 fois mieux les dossiers que lui, que Sébastien Lecornu aussi, et qu'il voit la proximité que j'ai avec le président de la République, et le soir même, il se lâche. La fin de la réunion, il se lâche. Mais avec Coste, on n'arrivera à rien, c'est un hypocrite, etc. Parce que Macron avait dit, tu vois avec Thierry pour la com. Alors bien évidemment, c'était l'insulte suprême pour le numéro 3 du gouvernement. Et le lendemain matin, il annonce sa démission en me citant, en disant je pars parce qu'il y avait Thierry Coste à une réunion. Il invente une histoire comme quoi... Alors vous dites qu'il était prévenu, ainsi que tous ses conseillers. Comment est-ce possible que moi, je veux bien être un lobbyiste extrêmement influent, mais comment je fais pour entrer à l'Élysée sans être invité dans une réunion où il y a 8 personnes, dont le président et 2 ministres? Enfin, comment on peut être aussi bête? Parce que c'est quand même un peu ça. Mais résultat, il était encore plus bête puisqu'il prononce mon nom. Léa Salamé a la délicatesse de lui dire, quand il parle d'un lobbyiste, il parle du lobby qui est partout. Et Léa Salamé, que j'avais croisé dans l'ascenseur en montant faire la promotion de la réforme, lui dit « mais vous parlez bien de Thierry Coste ». Et là, il se lâche en disant « oui, Thierry Coste ». Enfin, il est fou. Moi, il me fait une promo extraordinaire. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai été connu, non pas des réseaux, mais du grand public. Hein, parce que pendant 8 jours, j'ai pu expliquer que c'était un menteur, un hypocrite, et que finalement, c'était peut-être l'homme préféré des Français, mais ça, c'était une vraie arnaque, parce qu'en fait, il n'avait pas envie de régler les problèmes, il n'avait rien envie de faire. Alors qu'il y a plein de gens qui pouvaient faire des choses 100 fois mieux que lui, on a perdu du temps, je ne pensais quand même pas qu'il démissionne sans même prévenir le président ni le Premier ministre, de façon totalement odieuse. Bon, moi j'ai continué à dire que je ne l'aimais pas et on a vu par la suite, sur des affaires beaucoup plus personnelles, que le personnage n'était pas très fréquentable. Vous avez réussi l'exploit de conseiller 2 présidents qui n'avaient rien en commun, puisque vous avez conseillé François Hollande pour sa campagne, en l'annonçant d'ailleurs assez à l'avance, qui, j'imagine, vous a braqué une partie des gens avec qui vous travailliez avant, qui étaient plutôt de droite. Et après, vous allez conseiller Emmanuel Macron. Dans le livre, vous dites d'ailleurs que les relations avec François Hollande étaient extrêmement constructives sur les questions de chasse et tout. Il était extrêmement pragmatique sur ces questions-là. On a peut-être oublié l'apport de François Hollande pour la défense de la chasse française, non? Alors, on l'a oublié pour la chasse et on l'a oublié pour la ruralité.
sauf qu'il a... Parce qu'il était en Corrèze, lui comme Jacques Chirac, Bien sûr. mais peut-être qu'à l'inverse, il connaissait très très bien le monde rural. Il était beaucoup plus sensible au monde rural, d'abord parce qu'il y a beaucoup d'élus socialistes qui sont sur les territoires, hein, et il avait une grande proximité avec ces élus-là, parce qu'il avait été le patron du PS pendant longtemps, et il a aussi été le patron du PS quand la chasse était montée en puissance comme défenseur de la ruralité. Donc lui avait à coacher une majorité socialiste avec des députés qui disaient « mais pourquoi les écolos mettent toujours le feu à la maison ? Pourquoi ils mettent le feu à la gauche alors que nous, on est représentants des territoires, on défend la ruralité, on défend la chasse ?» Donc il a toujours géré cette contradiction quand Dominique Voynet était l'excité qui provoquait les chasseurs tout le temps. Je disais toujours, Dominique Voynet, c'est la meilleure attachée de presse de chasse, pêche, nature et tradition. Chaque fois qu'elle parlait, elle fédérait tous les gens qui n'étaient pas toujours ensemble, c'était un marché. Mais Hollande a toujours compris ça. D'ailleurs, je vous rappelle que c'est le seul président de la République qui ait accepté une interview aux chasseurs français et qui a fait 10 pages. Ça a fait d'ailleurs la une du Canard. C'était François Hollande à fond les terroirs. C'était ça. Et il avait accepté cette interview parce que justement, il voulait expliquer qu'il comprenait le monde rural. Alors, le problème, c'est qu'il a été un peu tardif parce qu'il a engagé des réformes qui n'étaient pas franchement des réformes de proximité. Le passer de 22 à 13 régions, quand on défend la proximité et la ruralité, c'est pas génial. Organiser une loi nôtre pour qu'on renforce les intercommunalités quand il faudrait plutôt défendre les communes, il y a des choses qui peuvent être intercommunales, mais quand même, il ne faut pas perdre la dimension de la commune. Et donc, il a été focalisé par ça. Résultat, il n'a pas beaucoup été apprécié dans le monde rural à cause de ces réformes institutionnelles qui finalement écartaient le pouvoir de la proximité. Donc il a beaucoup fâché des élus ruraux. Et finalement, les 13 derniers mois, il a fait 3 conseils interministériels à la ruralité. Et c'est finalement lui qui a lancé les plus gros programmes de réforme, y compris sur la téléphonie mobile, y compris sur les maisons de santé, etc. Mais c'était trop tard. On ne voyait rien. C'était pas lisible, et, il réunissait des ministres partout, mais le programme, vraiment le programme structurel a été lancé, et là-dessus Emmanuel Macron était à l'économie, et avant il était secrétaire général de l'Élysée, secrétaire général adjoint de l'Élysée, il a vu ça, mais c'est vrai qu'il y a un vrai engagement, c'est un engagement tardif, et avec quand même une contradiction, c'est d'avoir écarté le pouvoir institutionnel, l'éloigné des terrains. En 2016, François Patriat vous fait rencontrer Emmanuel Macron qui va se présenter à la présidentielle. Et là, quand même, quand on vous lit, on comprend que vous avez un coup de cœur pour le personnage. Ah oui, je vous rassure, je l'ai toujours autant. Je ne suis pas toujours d'accord avec ce qu'il fait. Le en même temps est parfois dérangeant, mais et hélas, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas avancé assez vite. Mais j'ai adoré ce personnage. À la première rencontre, on comprend dans votre livre qu'il y a une espèce de deal qui se fait entre vous deux. Vous ne vous connaissez pas avant, vous vous tutoyez très rapidement. On s'est toujours tutoyé, mais enfin, Emmanuel Macron tutoie facilement et moi, je crois que j'ai oublié le vouvoiement depuis tellement longtemps que je ne pourrais plus le pratiquer. Et en fait, vous lui proposez de réfléchir sur ces questions de ruralité et de chasse. Lui accepte, en d'ailleurs posant une condition assez étonnante. Il dit « Ok, mais il faut que à aucun moment tu devras me trahir ». Et depuis, vous travaillez ensemble avec probablement... des désillusions et des déceptions. Vous parlez de Nicolas Hulot, mais ce serait intéressant de comprendre comment vous arrivez à faire comprendre ces questions de ruralité auprès du président de la République actuelle. Celui qui est l'entremetteur permanent dans la vision rurale, autant que chasse, hein, pas se tromper, c'est François Patriat. François Patriat, c'est mon ami, c'est mon frère de combat. C'est le président actuel du groupe La République En Marche au Sénat. Mais c'est surtout un élu de Côte d'Or, député et puis sénateur. Ancien président de Fédération des chasseurs. Il a été Monsieur Chasse, voilà, il était vice-président, mais il a été Monsieur Chasse du gouvernement de Jospin, donc il a assumé des contradictions fortes. Et surtout, il est devenu président de la région Bourgogne pendant 12 ans. Donc c'est l'homme des terroirs, c'est l'homme des territoires. Il a toujours vu cette dimension rurale, il a toujours vu dans la chasse un mode de vie du monde rural. Et donc, parfait. Quand on voit ça, il m'a toujours dit, Thierry, toi, au début je l'ai combattu, hein, il était dans le mauvais camp au moment de chasse, pêche, nature et tradition. Il était à gauche et moi je voulais que la gauche perde. Donc, mais on était les pires ennemis
et on est devenus les meilleurs amis parce qu'on avait les mêmes valeurs rurales. Il a vu que j'étais un ancien paysan, que j'étais passionné par le monde rural, que je vis toujours à la campagne. Même maintenant, il y a des bureaux à Paris depuis 30 ans, je rentre tous les week-ends chez moi. D'abord dans le Jura et maintenant en Haute-Provence. Mais j'ai besoin de la campagne, je ne peux pas vivre sans la campagne. Hein. Je parle dans mon livre de ma femme qui était première adjointe d'une commune pendant 5 ans. J'ai découvert ce que font les élus ruraux, c'est formidable. Et François Patriat, il m'a toujours dit, Thierry, tu devrais être le personnage que je déteste parce que tu es un manipulateur, tu espionnes, tu rencontres, etc. Mais je t'adore parce que tu es vrai et il faut aider. Et il m'a dit, il faut aider Emmanuel Macron. Parce qu'il a, d'abord, mais c'est un mec qui aime le monde rural. Alors moi, je disais, oui, cause toujours, tu m'intéresses. Pour moi, c'était comme pour beaucoup, un bobo urbain banquier d'affaires. Pourtant, il est né en Picardie, il a sa grand-mère qui habitait dans les Pyrénées, il a été sensibilisé à ces questions-là. Oui, mais moi, j'étais comme beaucoup de gens. Je n'avais pas regardé ça. Et lorsque j'ai dealé avec lui en une seule fois, lors de la première rencontre, j'ai été subjugué par le personnage dans sa sincérité, dans sa modestie et dans sa passion des terroirs. Et moi, j'étais waouh! Même si j'étais un peu informé, même si voilà, je disais ah ouais, il est exactement ce que j'ai toujours rêvé comme président de la République dans sa sensibilité au monde rural, à la campagne. Tout ça parce qu'il était amiénois, quand on est d'Amiens, entre guillemets, et que toute la famille de Brigitte Macron chasse. Donc il a toujours été entouré à Amiens de chasseurs. Mais surtout quand il allait chez sa grand-mère, tous ses potes font de la randonnée, font de la pêche, sont restaurateurs, sont éleveurs. Donc il a toujours côtoyé tout le temps, dans toute son adolescence, le monde rural, la réalité rurale, les mecs qui partent de la campagne, qui partent de la montagne, qui quittent leur vallée avec la souffrance. Donc il a toujours été imprégné de ça. Et moi, en l'espace d'une demi-heure, j'ai découvert ce personnage et je me suis dit, Thierry, c'est génial. Peut-être qu'il ne va pas gagner, mais vas-y à fond. Parce que honnêtement, c'est pour le monde rural, je ne pensais même pas encore complètement à la chasse. Pour le monde rural, ça va être génial. Et j'ai jamais été déçu. Il faut reconnaître, il a eu les gilets jaunes. Ça commence un peu mal parce qu'il y a l'histoire des 80 km/h. Puis après les gilets jaunes, donc on sent que même s'il y a cette compréhension du monde rural, là pour le coup, c'est le monde rural qui se révolte. Ah bien sûr, non mais il choisit Hulot. Je lui avais dit, tu perds 50 députés dans les circonscriptions rurales qui sont sûrs de gagner. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ça, le fait de prendre Hulot, c'était garanti. Mais c'est encore cette maladie qu'ont eu tous les autres présidents, mais lui, il a réussi à le convaincre, hélas, hein, c'est qu'on veut sous-traiter l'écologie aux écologistes. Alors je dirais qu'il a continué quand même. Hein. Ça là-dessus, j'ai souvent perdu la bataille avec Emmanuel Macron. Maintenant, je pense l'avoir gagné, mais ça a été dur parce qu'on a eu Barbara Pompili, on a eu des secrétaires d'État un peu totalement nuls sur la biodiversité. Donc maintenant, c'est très bien, mais honnêtement, on a galéré. Parce que oui, c'est encore toujours ce réflexe un peu politicien, comment on sous-traite l'écologie. Le président de la République, il est chef des armées. Il n'y a jamais, c'est pas un militaire qui est chef des armées. Mais pourtant, il est le président de la République et le chef des armées. C'est lui qui influence. Mais il suffit d'être bien conseillé. Donc à ce moment-là, je me dis, waouh, Hulot nommé. Et juste après, Édouard Philippe, le clone d'Alain Juppé, un techno complet. Résultat, on lance des taxes, à la demande de Hulot, des taxes nouvelles sur l'essence et le gasoil, hein, et les 80 km/h. Donc effectivement, à ce moment-là, je me dis que je n'ai pas complètement gagné le match. Hein, qu'il va falloir que je rame beaucoup auprès du président de la République pour ça. Et les gilets jaunes, votre pouvoir n'est pas aussi efficace que ce qu'on veut bien dire? Oui, mais je reconnais que dans la stratégie rurale, j'ai plus souvent échoué que réussi. Parce que, hélas, la technocratie, c'est ce que je raconte dans mon livre, c'est les technocrates, que ce soit les administrations, que ce soit les technos dans les cabinets ministériels qui entourent les ministres, ou que ce soit les écolos et les juges qui profitent des contentieux pour rigidifier le système, pour moi, ces élites-là, elles sont extrêmement dangereuses. Mais elles sont là. Donc effectivement, quand on est un rural qui veut la souplesse, le pragmatisme, etc., eh bien, on est à contre-courant. Pourtant, je pense que c'est la vraie vie, mais on n'y arrive pas. Donc à ce moment-là, effectivement, je ne change pas d'avis. Je continue à être très proche du président et c'est ce que je fais encore aujourd'hui. Mais à ce moment-là, je me dis qu'il va falloir que je redouble de conviction
pour tenter de gagner le match. L'avantage, c'est que le ministre de l'écologie s'en va et qu'il perd les matchs et que tout le monde s'aperçoit quand même qu'Emmanuel Macron assume une stratégie rurale. Il y a le lancement de l'agenda rural, qui est pas mal, mais sauf que c'est trop techno, mais c'est piloté par Édouard Philippe. Donc je ne suis pas très tendre avec Édouard Philippe, qui apparemment dans les sondages est promu à un grand avenir, mais moi, il est pour moi le symbole d'une technocratie. Est-ce que justement, c'est pour ça que vous lancez le think tank Nos Campagnes, pour pouvoir justement distiller cette vision de la ruralité afin que les Français et plus largement le pouvoir politique s'en emparent plus largement. Est-ce que vous avez l'impression par exemple qu'il y a une urgence sur cette question de la ruralité, ça veut dire ces Français qui habitent dans nos campagnes, dans les territoires, qui se sentent délaissés, incompris, non écoutés? Est-ce que là vraiment on est arrivé à un point de non-retour et qu'il y a une vraie urgence? Alors on est arrivé, alors non pas à un point de non-retour, je pense qu'on peut retourner les choses, mais on est dans une situation assez grave. Parce que moi je vois le potentiel qu'il y a au milieu rural. Je trouve ça extraordinaire parce qu'il y a un Français sur 3 qui habite dans le monde rural, mais il y a 80% des Français qui y viennent régulièrement. Il y a aussi beaucoup d'étrangers, mais il y a beaucoup de Français qui y viennent. C'est-à-dire que la consommation de nature, il faut vraiment... Comment on peut faire concrètement justement? C'est-à-dire redonner la parole et du pouvoir à ces gens-là? Il faut d'abord simplifier les normes. Il faut arrêter, il y a des normes qui sont insupportables, on tue l'économie. On tue l'économie rurale avec de plus en plus de gens qui se disent « moi, je suis cadre, je suis enseignant, je suis infirmière en ville, je veux aller à la campagne. Mais comment je fais? Le foncier est très cher, le boulot est compliqué et on a des normes qui nous emmerdent, donc finalement je ne vais pas prendre le risque. Alors peut-être si j'ai une maison de santé, j'irai travailler dans la maison de santé parce que je suis salarié, mais je ne peux pas m'installer. » Tout est compliqué. Il faut qu'on simplifie. Pour ça, effectivement, on a décidé, on est un groupe un peu influent de passionnés du monde rural, qui avons tous des réseaux plutôt très forts, et on s'est dit, il faut qu'on change la règle. Il faut qu'on reprenne le pouvoir, y compris dans l'opinion publique. Il faut qu'on fasse de la pédagogie. Il faut qu'on parle à tout le monde. Il faut que l'opinion publique soit sensibilisée. On a trop laissé les écolos ou les technos parler au nom de l'intérêt général, au nom du grand public. Ça suffit. Donc, résultat, on monte un think tank d'une centaine de personnalités, tout confondu, et qui vont parler, qui vont faire une polyphonie rurale dans le discours, mais aussi dans les actes. Il faut qu'on soutienne. Moi, j'ai été sidéré. Dans le livre, je l'écris. J'ai défendu les haies quand j'avais 15 ans. J'ai défendu les haies quand j'avais 25 ans comme écolo. Je le défendais comme agriculteur. Je l'ai défendu après. Aujourd'hui, dans les rapports, on note qu'on détruit encore 23 000 km de haies par an. Pour la biodiversité ordinaire, ça sert la chasse, ça sert les randonneurs, ça sert l'équilibre dans une commune. Là, vous allez être content, il y a un énorme plan justement pour replanter des haies qui est lancé. Bien sûr, mais c'est parce qu'on s'est battu, mais il ne va pas encore assez loin. Il faut aller beaucoup plus loin, parce qu'on annonce 50 000 d'ici à 2030. Je rappelle qu'on arrache encore 23 000 km de haies par an. Donc imaginez, on doit aller beaucoup plus loin. Donc on monte un think tank pour que le gouvernement, mais aussi les industriels, les organisations professionnelles aillent beaucoup plus loin. Le monde agricole doit aller beaucoup plus loin. Il faut l'aider, il ne faut pas rigidifier quand on plante une haie, il faut pouvoir la déplacer, mais il faut bouger tout le monde. Pour bouger tout le monde, il faut prendre à partie l'opinion publique, il faut lancer des enquêtes, monter des sondages, organiser les choses pour que les ruraux, mais pas seulement les ruraux, les urbains qui aiment la campagne, enfin on soit écoutés et entendus. Et je pense qu'on est à un bon tournant, parce que les gens en ont marre de l'écologie radicale, les Sandrine Rousseau, les Yannick Jadot, etc., les gens en ont ras-le-bol, mais ça ne veut pas dire qu'ils veulent faire n'importe quoi. Je pense qu'il y a une sensibilité plus forte du circuit court, de la réalité. Donc le moment est bon. Moi je suis résolument optimiste, mais pour ça il faut qu'on mobilise toutes les forces vives. Alors vous allez plus loin une forme de reconquête. Vous allez plus loin que créer un think tank, parce que vous allez soutenir une liste pour les élections européennes. Donc c'est une façon de politiser le débat et de s'impliquer en politique? Alors, je serai un peu plus pragmatique. Le think tank, pour moi, c'est la bonne stratégie, c'est pour les 4 prochaines années. Les mauvaises langues pensent que mon livre, c'est la première étape d'une stratégie réfléchie avec le think tank dans 2 mois, la campagne européenne en 2024 et le soutien à un candidat à la présidentielle en 2027. Moi, je pense que les gens on vous connaît, on peut imaginer ça quand même. Les gens vont un peu vite, mais je ne dément rien. Voilà. Mais par contre, ce que je sais, c'est qu'effectivement, le think tank, pour moi, c'est
4 ans de reconquête de l'opinion publique, on a 4 ans pour faire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on le voit bien, ce sont les extrêmes qui captent le vote des déçus du monde rural, que ce soit l'extrême gauche avec LFI ou l'extrême droite avec le Rassemblement national. Et là-dessus, le Rassemblement national est plutôt malin. Les parlementaires que moi je côtoie parce qu'ils sont républicains et que j'accepte, je dîne avec Jordan Bardella sans aucun problème, hein, et comme je dîne avec Fabien Roussel, ce sont des républicains, mais je vois bien qu'il y a une stratégie de conquête aussi par les extrêmes du monde rural, de cette déception. N'oublions jamais que Marine Le Pen, qui a toujours hésité à la fois sur la chasse, sur le monde rural, la protection animale, elle a conduit une campagne qui était la France des oubliés. Mais je trouvais que le slogan était parfait, parce que c'est ça, la ruralité. Jean-Louis Borloo, il y a 2 ans, Macron l'a arrêté, voulait un programme à 48 milliards d'euros pour les banlieues. On n'a pas arrêté de déverser de l'argent dans les banlieues, on allait en remettre 48 milliards. Je pense qu'il faut arrêter. Le monde rural mérite non pas des sommes pharaoniques, ce n'est pas un plan Marshall qu'il faut pour le monde rural, c'est du bon sens. Et là-dessus, effectivement, moi je trouve que le think tank c'est la priorité, hein, il va vivre 4 ans et peser dans le débat public, mais de temps en temps il faut brancher le thermomètre. Et là-dessus, on m'a beaucoup poussé pour qu'on réfléchisse à brancher le thermomètre, et c'est vrai que les Hollandais ont marqué le coup avec une liste très rurale, et très agricole et rurale, qui a marqué le coup en gagnant des élections de façon extrêmement forte. Donc, en étant vu quand même comme un parti un peu identitaire. Alors bien sûr, mais moi je défends des valeurs. Est-ce que ce n'est pas le danger justement quand on défend la ruralité de passer pour identitaire? Regardez la polémique sur la Coupe du Monde de rugby avec Jean Dujardin et cette séquence de l'art de vivre à la française. Moi, c'est une petite polémique tout ça, ce côté identitaire. On doit assumer nos racines, il n'y a aucun problème. Et alors, mais nos racines, c'est notre avenir. Moi, je n'ai pas de honte. Je me sens comme un plouc de la campagne, hein, mais je me sens comme quelqu'un qui a une vision d'avenir, surtout sur l'énergie, sur l'évolution des pratiques agricoles, sur le maraîchage, sur l'économie industrielle, sur le retour des industries dans les campagnes. Je me sens moderne. Donc il ne faut pas avoir la peur de l'identité. On s'assume, moi je m'assume dans ma culture judéo-chrétienne, je m'assume dans des valeurs rurales qu'on pourrait considérer comme ringardes. Mais désolé, moi quand j'entends Sandrine Rousseau, quand je vois le wokisme arriver des États-Unis et la France, je suis rassuré, je sais que j'ai raison. Et Jean Dujardin, il a totalement raison. On est dans une logique. Et on voit bien, les rugbyman, c'est le bon révélateur. Quand ils ont fini d'être les meilleurs au monde, hein, ils reviennent dans leur région, ils créent de l'économie dans leur région, ils s'installent comme exploitants agricoles, comme industriels, comme artisans, viticulteurs. C'est génial. Donc, voilà. Alors, ce n'est pas totalement anodin de lancer une liste européenne, parce que dans le monde rural, souvent les gens pointent du doigt l'influence de l'Europe. Bien sûr, mais c'est catastrophique l'Europe pour une chose. On le voit bien, sur tous les grands enjeux, l'Europe est en retard. On l'a vu. Alors sur le nucléaire, on a failli se faire tuer parce que les Allemandes voulaient du charbon et des éoliennes et pas du nucléaire français. On croit rêver quand même. L'énergie la plus décarbonée qui soit, c'est le nucléaire, mais non, on s'en fout. Les Allemands, on a vu, et comme ils sont très influents à l'Europe et qu'ils font un lobbying acharné au niveau européen, j'ai fait du lobbying au Parlement européen, les Allemands sont très bons. Et résultat, on a failli perdre le match. L'Europe, c'est souvent la zone d'influence d'un certain nombre de lobbies que nous, Français, ne maîtrisons pas du tout, et on perd nos valeurs. Et surtout, quand on quitte des enjeux forts, on s'aperçoit que sur l'Ukraine, il n'est pas très bon, sur l'Europe de la défense, pas très bon, sur l'immigration, pas très bon, mais par contre, sur la vie quotidienne de nos campagnes, notre vie quotidienne à tous, ils sont excellents. Excellents. Aujourd'hui, on voit des normes être imposées partout, qui sont souvent des normes vendues par les Allemands ou les pays d'Europe du Nord de façon habile, qui sont votées par les parlementaires européens, et on nuit à notre esprit quotidien. Regardez l'exemple du loup. Le loup, c'est un carcan européen pour protéger une espèce quand elle allait mal. Et aujourd'hui, on dit « Ah non, non, il y a un carcan, on ne peut pas le bouger. » Mais on croit rêver. Il a fallu qu'un loup mange le poney de la présidente de l'Union européenne pour qu'on ose entendre dire qu'il y avait un problème sur le loup. Mais moi, dans les montagnes, je veux des bergers,
je veux des moutons parce que c'est eux les garants de la biodiversité. Quand il y a des pâturages partout, c'est génial. Quand il n'y a plus rien, on ferme, il n'y a plus que des loups et des sangliers, et après, il n'y aura plus grand-chose. Mais moi, ce qui m'attriste, c'est que l'Europe, ça fait 20 ans qu'on dit, attention, le loup se développe, il se porte bien en Europe, ailleurs qu'en France, il se portait bien. L'ours, c'est pareil. Attention, l'espèce se porte bien, mais si elle nuit durablement à une économie agricole et pastorale, c'est une catastrophe. Donc il faut changer la règle. On a fait la même chose sur le cormoran. Le cormoran, aujourd'hui on accepte qu'il faut en détruire, mais il y a des règles tellement strictes et les écolos qui foutent des contentieux partout. Résultat, on ne peut pas éliminer. Donc les poissons disparaissent dans plein d'endroits. Tout le monde reconnaît que l'espèce est en développement exponentiel, mais l'Europe nous empêche dans un cadre de bouger. Moi, ce que je veux, partout, c'est la souplesse. Donc, la température pour une liste européenne, ça peut aussi être une partie du match. Ce n'est pas pour monter un parti politique. Hein. On le reprocherait déjà aux écolos qui ne s'occupent plus d'écologie, donc il n'est pas question de monter un parti de la ruralité. Je pense que tout le monde doit s'occuper de la ruralité, mais prendre la température aux élections européennes, c'est un avantage. Il y a un seul tour et il n'y a pas de magouille et d'entente de partis politiques. Et l'objectif, ce n'est pas un parti politique, c'est d'avoir une liste qui fédère suffisamment de gens qui sont des défenseurs de la ruralité, qu'ils soient urbains ou ruraux, et qui se disent « Ok, on va soutenir, on va donner un coup de projecteur, l'élection c'est un coup de projecteur, pour dire là c'est une priorité ». Merci Thierry Cos, bon courage donc pour ce nouveau think tank Nos Campagnes. On aura sûrement l'occasion de revenir sur les propositions que vous allez faire. Et donc je conseille à tous nos téléspectateurs de se plonger dans votre dernier livre qui vous rend presque sympathique et fréquentable, où on va découvrir plein de choses sur vous et vous verrez, c'est très instructif et assez étonnant. À très bientôt sur Campagne Hebdo, on se retrouve pour de prochaines émissions.